Alors si je peux te poser une question justement, c'est que tu parlais de, effectivement, ça je pense que c'est assez clair, et puis il y a des expériences ailleurs comme aux États-Unis qui nous le montrent, si on ne régule pas, effectivement, c'est pas la loi libre du marché qui va faire pour plein de raisons, il y a une espèce de déperdition au fur et à mesure qui fait que l'intérêt du salarié et de l'employeur, on perd un peu l'intérêt collectif, tout simplement, donc il faut pas être quelqu'un qui d'en haut dise il faut réguler pour baisser le temps de travail. Par contre, quand tu disais justement que des gens qui ont un peu de hauteur, évidemment, ce qui va arriver tout de suite, c'est qu'ils ont peut-être un peu trop de hauteur, parce que maintenant, dans le passage de 35 heures, nous en France, une espèce de moment toujours, quand on parle de 35 heures, c'est très douloureux, où justement on retrouve ce qui a été dit avant, dans la désorganisation des emplois, etc., dans comment les gens l'ont vécu. Est-ce que c'est pas, on pourrait te dire facilement, il y a trop de hauteurs qui ont été prises, et sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc si on va encore moins, j'imagine qu'il y a dans la modalité d'application de 35 heures des choses qui n'ont pas fonctionné, sûrement pour des pressions des uns des autres qui ont détricoté, enfin c'est ce qui se dit, qui ont détricoté le mécanisme pour le rendre finalement un peu inopérant et pas très efficace. Bon, on peut l'entendre ça. Mais nous, ce dont on a besoin maintenant, c'est que si on se dit on passe aux 32 heures, aux 30 heures ou à moins, pour les raisons que vous avez évoquées et qu'on peut comprendre, tout le monde le comprend ça. Par contre, c'est les modalités qui nous importent. Donc là, on a besoin d'être convaincus, nous, c'est sûr, comment ne pas répéter les erreurs du passé. Donc est-ce que ça a été bien identifié, les erreurs? Et est-ce qu'on a du coup une stratégie maintenant qui pourrait faire qu'on va changer de société pour un mieux pour tout le monde, y compris pour la planète et pour la société en elle-même, mais... Oui, alors ça pose plusieurs questions parce qu'il y a plusieurs catégories de travailleurs. Donc il y a les salariés, bien sûr. Là, c'est simple, dans la mesure où à partir du moment où on a mis une loi cadre avec un objectif 32 heures, 31 heures, 30 heures, après il faut laisser, comme ça a été fait dans les 35 heures, la négociation se développer au niveau des acteurs, au niveau des entreprises. Et dans la mesure où on a une loi cadre, où on a un objectif commun, après, le négocier, l'appliquer, faire des nuances subtiles, tout ça, il n'y a rien de mieux que la négociation au niveau de l'entreprise qui peut le faire. Mais après, évidemment, quand on parle de ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, comme les nouveaux travailleurs, les gens qui sont dans tous ces nouveaux statuts hybrides entre de l'indépendance, du faux salariat parfois, parce que quand on est indépendant avec un seul donneur d'ordre, c'est du salariat masqué, là on a tout un champ de régulation, de nouvelles protections sociales à mettre en place, et là c'est un champ qui s'ouvre pour la négociation. Alors, encore une fois, relativisons la noirceur. Certes, aujourd'hui, depuis 2008, le taux de salarisation recommence à baisser. Enfin, on est quand même au-delà de 85% quand même. On garde, il ne faut pas croire en tous les cas, ni laisser croire que demain, nous serons dans une société où chacun va être l'entrepreneur de sa propre vie. Et non, il faut arrêter le délire. Même aux États-Unis, qui sont beaucoup plus libéraux que nous, le taux de salarisation, c'est plus de 80%. Même dans le pays le plus avancé du monde dans cette dimension. Donc ne nous faisons pas trop peur non plus. C'est-à-dire que cette mise en perspective, elle peut avoir un côté angoissant, inquiétant. Bon, il y a un nouveau champ à réguler, c'est clair. Mais moi, je pense que l'essentiel, c'est de donner une direction. Alors évidemment, pour la partie des gens qui sont des indépendants, on ne pourra jamais réguler leur durée du travail. Quelqu'un qui est un comptable à son compte, un expert comptable à son compte, et qui est une force de travail et qui fait 70 heures de travail depuis ses 15 ans et qui veut continuer jusqu'à sa mort, il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc cela dit, là, c'est par la bande qu'on va pouvoir agir, par les parents, les familles, la vie sociale, etc. Où là, il va se dire, oui, peut-être qu'il faudrait que je freine un peu. Mais il y a un effet d'appel d'air qui se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un expert comptable, il travaille rarement le samedi ou le dimanche. Enfin, il peut le faire. Mais la société, au bout d'un moment, se cale sur une forme de temps social. Et donc, en fait, il ne va pas passer dans ma boîte le vendredi parce que j'y serai pas. Donc, il ne pourra pas travailler avec moi le vendredi. Et donc, les salariés, effectivement, par leur nombre, en fait... ont une force d'organiser le temps social. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout un tas d'autres modalités qui existent, et voire qui émergent. Mais globalement, quand même, le concept de week-end existe, y compris pour les professions indépendantes, les professions libérales. Oui, évidemment, il y a des commerces qui sont ouverts le samedi et le dimanche parce que c'est leur business d'être ouverts ces jours-là. Mais sinon, il y a quand même une normalité qui arrive, qui s'installe. Et de surcroît, il y a quand même des professions libérales dont le temps de travail pourra être réduit aussi par l'assistance logicielle et à la fois soit carrément de machines, soit carrément de logiciels qui vont pouvoir fournir le travail à un même nombre de clients en moins de temps parce qu'ils auront été aidés par tout un tas de solutions. Et là, c'est déjà le cas pour plein de professions libérales et indépendantes. Imaginez qu'aujourd'hui, le temps pour créer un site internet,
avec les logiciels d'aide qui existent, c'est juste ça a été divisé par 2. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir le même nombre de... Alors, le prix a aussi baissé, mais globalement, les outils permettent de réduire le temps de travail, d'envisager ça, et aussi de se caler vers une forme de norme, quoi. Alors, si je peux me permettre de rebondir aussi, j'ai l'impression que quand tu parlais de, effectivement, c'est possible, c'est la négociation qu'il faut, après, on fixe un cadre et la négociation doit agir, c'est peut-être là où on se dit, négociation, ouille. On n'arrive pas à négocier, les gens n'arrivent pas à se parler, les gens n'arrivent pas à trouver un compromis. Moi, ça me renvoie à peut-être, du coup, ce qui nous fait blocage à chaque fois. On a des analyses, des solutions techniques, et on oublie ce que les colibris, vous connaissez peut-être ce mouvement des colibris, qui ont parlé d'évolution et de révolution intérieure. Finalement, on arrive toujours au même point, c'est que si on change nos modes les plus intimes de fonctionnement en groupe, on pose les bases d'une négociation possible, et donc un changement vraiment de démocratie dans le sens général du terme, philosophique. Si on change, s'il faut d'abord attaquer ça, donc l'éducation, ce qu'on se transmet, comment on se parle, comment on se laisse parler, etc., c'est finalement si on arrive à faire ça déjà, que peut-être on peut l'appliquer dans l'économie, dans le temps de travail, dans le climat, etc. Parce que sinon, quand tu dis ils vont négocier, peut-être, on sait comment ça se passe les négociations, et encore maintenant, encore hier, encore aujourd'hui. Donc on ne peut qu'être négatif peut-être. Pour compléter ce que tu viens de dire, tout à l'heure il y a eu un petit peu une passe d'armes. Guy disait on l'a pris le samedi, et Jean-Marie bien évidemment dit que la technologie nous l'a donné et qu'il a fallu le prendre. On l'a pris parce que... Et qui l'a pris ? Ce sont les syndicats qui l'ont pris. Et ce sont les syndicats, les partis politiques, mais ce sont les syndicats. Et aujourd'hui, les syndicats, comme tu l'as dit aujourd'hui, on voit bien tout à l'heure, on voit bien qu'ils sont... ça frémit, mais ils ne sont plus tout à fait en position non plus de pouvoir négocier, parce que la majorité des syndicats, ils font ce que font les syndicats Alstom, ils ont raison, c'est essayer de défendre l'emploi là où il existe. Et peut-être que ce qui est en train de changer aussi, c'est que le chômage est arrivé à un tel niveau que du coup, la question du chômage ne concerne plus seulement les syndicats, mais toute la société, y compris, par exemple, ne serait-ce que les associations familiales, ne serait-ce que aussi tous les mouvements qui viennent en soutien aux chômeurs. C'est dommage que Patrick Valentin ne soit pas là, mais un mouvement comme ATD Quart Monde, maintenant, est complètement dans la question de l'emploi du travail. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va permettre à la citoyenneté de prendre ce vendredi. Et là, on est en train de changer aussi nos modes de militantisme, nos modes voilà, il faut qu'on arrive à créer ce mouvement de rencontre entre des syndicats, des mouvements citoyens, des mouvements de jeunes, etc., pour prendre en fait ce vendredi. Mais pour ça, on a du travail d'information à faire. Donc c'est peut-être le facteur humain le plus limitant, justement. Si on arrive à changer ce facteur humain, plein de choses sont possibles. Oui, mais enfin, c'est pour ça que l'économiste a son rôle modeste mais important. C'est-à-dire que dans les caboches, il y a des idées, il y a des modèles, quoi. Et nos économistes aujourd'hui, l'emploi, c'est baisser les salaires. Enfin, c'est ce que disent les libéraux. C'est bien que c'est faux, ça marche pas, mais ils continuent à le matraquer. Ils mettent ça dans des modèles économétriques que je vous mets au défi de comprendre. Ce sont des pages entières de bouquins remplis d'équations. Ça, c'est impénétrable pour le commun des mortels. C'est les salaires. 2, c'est la croissance. Ça, c'est l'héritage de John Maynard Keynes. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a beau baisser les salaires, ça ne marche pas, évidemment, pour cause. Il y a des tas de raisons qui font que ça ne peut pas marcher. Et malgré la rustine du crédit, mais qu'on n'a plus. Et 2, la croissance, il ne faut pas rêver, quoi. La croissance, ce sera 1% à 1,5 dans les années qui viennent. On n'aura pas plus. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut passer à autre chose. Autrement dit, on est sur une révolution aussi dans la pensée économique. Alors là, c'est vraiment du fondamental, c'est du racinaire. C'est-à-dire qu'on commence à concevoir un nouveau modèle, à penser un nouveau modèle où l'emploi ne dépend pas, 1, des salaires, 2, de la croissance, mais 3, du besoin en travail de l'économie et de la société. Alors si on dit l'économie, là on a des chiffres, on peut dire des choses. Si on dit le besoin en travail de la société, alors là on ouvre sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, sur le travail, qu'est-ce qu'on rémunère? Est-ce qu'on peut rémunérer du travail associatif? Est-ce qu'on peut rémunérer des gens qui s'occupent de leurs voisins? Est-ce qu'on peut rémunérer des gens qui s'occupent d'un jardin collectif? Qu'est-ce qu'on rémunère? Est-ce qu'on rémunère des artistes qui vont dans les quartiers pour que les jeunes fassent autre chose que des conneries? Mais voilà, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce qu'on peut rémunérer? Qu'est-ce que nous devons rémunérer? Alors là, on ouvre une porte gigantesque. Là, là, on va loin. Alors, je termine mon intervention en revenant. Bon,
en partant pas si loin, juste sur le financement et comment on pourrait donc mettre en place la réduction du temps de travail assez rapidement. Alors 2-3 remarques pour commencer. 1, de l'argent, il y en a. Voilà, nous sommes le 5e ou le 6e pays le plus riche du monde. Hein, donc si on commence par dire « Ah bah oui, mais vous comprenez, en ce moment, les entreprises, tout ça, on peut pas… La première chose, c'est de dire « On arrête, on change de regard sur les entreprises et sur les riches ». Si on ne prend pas ça, ce changement de regard initial, on ne touchera à rien. Parce qu'on l'a dit, il n'y aura pas de croissance, ou très peu. Donc si on veut financer la réduction du temps de travail, il faut une redistribution des richesses. Alors après, on peut le faire de manière limitée, partielle, astucieuse. Le système le plus astucieux, mais aussi un des plus limités, c'est le système de Pierre Larouturou, qui dit on embauche, et à partir du moment où une entreprise réduit la durée du travail et embauche en compensation, on efface les cotisations chômage. Voilà. Du coup, c'est neutre pour l'entreprise. Bien. Alors, c'est astucieux, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a épongé, siphonné les cotisations inédites, on s'arrête. Bon. Donc, l'avantage, c'est que ça va vite. On donne l'impression que ça ne coûte rien à personne parce que, du coup, l'entreprise, ça ne lui coûte pas plus cher, le salarié, son salaire ne baisse pas, et c'est juste l'UNEDIC qui, elle, disparaît. Donc, c'est l'argent qu'on n'a plus besoin de redistribuer puisqu'on a créé des emplois. Mais on peut faire d'autres choses, on peut s'attaquer à la CSG par exemple, hein, compenser les embauches nécessaires pour l'entreprise par une baisse de la CSG. Alors ça a d'autres vertus, c'est que la CSG, on peut le faire de manière modulée. On peut faire une CSG différente en fonction des niveaux de salaire. Donc on peut par exemple faire en sorte que le salarié de base soit que ce soit plus intéressant pour l'entreprise, qu'elle en embauche plus. Pour les salariés très qualifiés, ce n'est pas la peine de réduire beaucoup parce qu'ils rapportent tellement que de toute façon l'entreprise peut les payer, même si elle en embauche d'autres. Il y a d'autres solutions. On peut attaquer pour de vrai l'évasion fiscale, parce qu'on a commencé, hein, mais on a commencé juste pour dire qu'on a fait quelque chose, comme ça on est tranquille. C'est le bénéfice, c'est la politique à la Sarkozy, quoi. C'est-à-dire qu'on fait 5% du chemin, on est inattaquable, hein, puisqu'on l'a fait. Moi j'ai commencé. Évidemment, il y a 95% du chemin qui reste à faire, et autrement dit, ça ne change rien. Bon. Donc on a commencé à attaquer l'évasion fiscale, mais c'est vraiment rien. Il faut, les GAFA que tu citais tout à l'heure, il faut y aller, puis à la SERP, hein, il y a un véritable combat à mener. Pour l'évasion fiscale des plus riches, c'est la même chose. Les multinationales, pas que les 4 grandes, sont des entreprises qui aujourd'hui croulent sous les liquidités. Je reprends un titre là du journal Les Échos. Les multinationales croulent sous les liquidités. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc il faut y aller franco, hein, et de l'argent il y en a. Hein. Mais pour ça il faut du courage politique évidemment. Donc vous voyez, je ne vais pas aller très très loin, je ne suis pas un fiscaliste émérite, mais l'idée c'est que de l'argent il y en a, on peut financer une réduction du temps de travail de très grande ampleur sans baisser les salaires. Sinon c'est invendable évidemment, puis ce serait scandaleux, et sans augmenter le coût du travail pour ne pas fragiliser les entreprises. Voilà. Mais il y a des tas de choses à faire. Quand vous voyez qu'aujourd'hui les entreprises françaises mettent plus en dividendes qu'en investissement, c'est halte là, halte au feu, quoi. Le système est en train de s'auto-détruire. Le capitalisme a des tas de défauts, mais quand les profits retournent à l'investissement, la machine, vaille que vaille, elle avance. Parce qu'on va faire des nouveaux trucs, ça va être sympa pour les consommateurs, ça va les attirer, ils vont avoir des trucs moins chers. Enfin, quand on investit, ça marche. Le capitalisme n'investit plus aujourd'hui. Donc il n'y a aucune raison de lui laisser les billes. Hein. Un système qui prend de l'argent en disant « donnez-moi, je vais en faire du bien » et qui ne fait rien avec, à part enrichir les plus riches, faire des parachutes dorés scandaleux à des patrons qui partent à la retraite, des golden hello, hein, des cadeaux de bienvenue à des jeunes cadres dynamiques qu'on accueille à coût de 30 000, de 50 000 euros pour dire coucou, on est content de vous voir, c'est indécent, absolument indécent, il faut arrêter tout ça. Et donc là, on attend des hommes politiques qui se lèvent et qui est vraiment la force et le courage. Mais pour ça, il faut qu'ils soient soutenus par des citoyens. Et pour ça, il faut que tout le monde ait un schéma dans la tête. Et ce schéma, c'est de dire la réduction du temps de travail, c'est possible, c'est finançable. Et donc, il faut tout un travail de fond, former les gens, nous former nous-mêmes. Et une fois qu'on est vraiment convaincu, on trouvera des hommes politiques, on les poussera, on les mettra dans leur retranchement, ils évolueront. Ils sont pas tous très intelligents, mais ils sont tous extrêmement malins. S'ils savent qu'on le veut, ils le feront.
Avant de laisser la parole à Jean-Marie, effectivement, en plus ce que tu dis, l'argent il l'est, je vous renvoie à la table ronde finance de samedi dernier, où justement on a traité de tout ça, d'évasion fiscale, de réforme des banques, et effectivement pour expliquer concrètement, sans être Marx réincarné, qu'il y a effectivement beaucoup de marge de manœuvre. Jean-Marie, tu voulais dire des choses? Oui, je veux dire, la question c'est est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable? On peut le montrer à des gens qui sont intéressés. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est finançable? La question c'est est-ce que c'est souhaitable? Il y a plein de gens qui pensent, vous pouvez le faire, je vous crois que vous le financeriez, mais juste il ne faut pas faire ça dans la vie, quoi. Vous êtes fous, ne révisez pas le temps de travail. Et quand on dit on va négocier, avec qui on va négocier? Non, on ne va pas négocier avec ce monsieur. Et donc, et donc pour l'instant, il n'y a pas on va dire un socle de Français qui disent c'est pas qu'on n'y arrive pas. On aimerait, mais on n'y arrive pas. Pour ça, ils n'en veulent pas pour l'instant. Donc le premier stade, c'est de le rendre désirable. Le camp d'en face a rendu désirable le fait de gagner plus. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc gagner plus, c'était un objectif qui l'a emporté sur la première partie de la phrase. Heureusement que quand on travaille plus, on gagne plus, sinon ça veut dire que le taux horaire il baisse. Hein, donc le mec il a quand même fait campagne là-dessus, quoi. Donc là, c'était le gagner plus qui a parlé aux gens. Il y a probablement quelque chose qui est le travailler tous, y compris avec des arguments de droite, mais il faut savoir les utiliser, enfin de droite primaire, hein, il y a des gens à qui on peut parler de cette question sans aucun problème, qui veut dire qu'il y a la marre de tous ces feignants. Et finalement, si on faisait tous travailler, ce serait pas mal. Et ouais, mais il faut regarder quel est le minimum qui peut faire consensus. Nous, on va dire qu'il faut travailler tous, on va dire parce que nous semble un objectif, d'autres vont dire non, on va les foutre au boulot, et c'est un peu ce que en Alsace, je sais plus si en Alsace, ils ont essayé de dire, le RSA contre un travail, en Allemagne, les migrants, ils les font travailler déjà 10 000 à 1,05 € de l'heure, mais au moins on les a mis au travail. Donc il y a sans doute un imaginaire à utiliser politiquement, c'est-à-dire qu'il faut travailler, ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Et ça, même sur des gens très à droite sur la question du travail, cet argument-là, quand on leur dit « mais vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent ?» Ouais, carrément, il n'y a pas assez de gens qui travaillent, il y a la marre de ces branleurs. Alors comment on fait maintenant pour les faire travailler? Bah non, il n'y en a plus de boulot. Attendez, on va peut-être les mettre à la table, on va se serrer un peu, etc. Et là, ça peut se faire. Et je suis optimiste pour enlever de la noirceur aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer. La première chose, c'est que des personnalités différentes, de secteurs différents, s'emparent de la question. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a une philosophie qui à nouveau s'y intéresse. Il y a eu Gorz, il y en a eu avant. C'était un peu morne-pleine chez la pensée philosophique. Quand on prend, vous en avez parlé tout à l'heure, Stigler, il donne des billes aux intellectuels, aux journalistes. Alors c'est un peu costaud à lire, mais ça vaut vraiment le coup. Il a un petit bouquin au milieu de nuit qui est super bien. Il en a un autre qui est plus costaud, mais qui en est d'autant plus riche. C'est d'ailleurs drôle, il a eu le prix du livre des ressources humaines. Ça s'appelle La société automatique. Et le travail, c'est son premier livre. Et c'est un robot qui a fait son discours de remerciement, un petit robot Nao qui a résumé le livre et qui a fait son discours de remerciement. C'est très, très drôle. Donc on a des philosophes, on a des sociologues, et on a, tu l'as dit, c'est très important, on a des cadres et des enfants de cadres qui sont touchés par le chômage. La dernière fois que c'est arrivé, il y a eu un vrai bon débat en France, enfin de bonne qualité. C'était un débat qui se passait à gauche, à droite, au centre sur le temps de travail. C'était au milieu des années 90. Et comme par hasard, les quelques années d'avant, c'est l'ancien record de chômage pour nous. Parce qu'effectivement, les enfants de cadre commençaient à être touchés. Et donc, du coup, la pensée hétérodoxe arrive à percer les systèmes. L'autre raison, c'est les prises de parole des gourous de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'ils ont, sans doute à tort, mais ils ont obtenu une telle considération dans leurs propos, parfois pour dire des choses très inquiétantes, type le transhumanisme et tout, mais ils sont quand même écoutés parce qu'ils sont milliardaires. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais ils le disent eux-mêmes, ils ont été plusieurs, Larry Page, Richard Branson, Bill Gates, qui disent non mais il va falloir qu'on travaille moins. Alors les modalités, ils rentrent pas dans le truc parce qu'ils ont une pensée, ils ont une parole comme ça qui n'est pas dirigée pour une loi dans un pays en particulier. Mais il y en a 5-6 d'affilée qu'on dit il va falloir travailler moins, et eux le savent puisqu'ils sont aux premières loges de préparer la productivité d'aujourd'hui et celle de demain. Donc c'est quand même pas illogique qu'ils voient bien que ça va pas tenir, ils sont en train de préparer la suite. Et la suite, ils la voient à haute densité technologique. Et puis il y a une autre chose qui se passe, c'est que ces gens-là ont un business du temps. Et là, je crois qu'on a quelque chose. C'est l'argument que moi, nouveau, j'ai pensé à ça. C'est que ces gens-là, leur business, c'est le temps, notre temps. Or, le temps, pour l'instant, il est limité. Si vous voulez aller sur les applis, si vous voulez aller sur tout ce qui est gratuit, n'est gratuit que parce qu'on y passe du temps et qu'on y laisse des données. Mais pour y laisser des données, il faut déjà y passer du temps. Enfin, il y a des choses qui sont un peu captées à notre insu, mais globalement, il faut y passer du temps. Et que là, la limite à leur business, c'est que notre temps commence à être limité entre le temps de travail et ce qui reste. Ils n'ont pas dans leur business, mais c'est
quand vous regardez quand je dis vous regardez, je suis tombé dessus par des biais détournés, sur des business models à 15 ans d'entreprises ultra innovantes là-dessus, ils disent, les gars, on cale sur un truc, le temps. Et donc, eux, qui pèsent énormément en termes de lobby, alors parfois pour le pire, mais peuvent avoir un intérêt à nous dégager du temps. Et donc, à pousser vers une société qui libère du temps. Alors, ça peut être pour nous abrutir, mais là, on n'est pas obligé de se laisser faire. Mais on peut quand même prendre le temps. Et donc probablement, l'économie qui arrive, oui, elle est numérique, oui, elle est plein de choses, mais en partie, elle demande à ce qu'on ait plus de temps. Le collaboratif, c'est du temps. Consulter ces sites, etc., c'est du temps. Et donc il peut y avoir un lobbying de ces personnes-là pour aider à le libérer. Donc quand on a des philosophes, des milliardaires, des journalistes et des citoyens, ça commence à faire une équipe qui est pas mal. Voilà. Et ce qui nous manque, c'est les politiques. Oui. Moi, j'ai participé à un débat qui était organisé par le Pacte civique sur le travail comme ça, et il y avait un membre du PS qui était là, un député PS, etc. Et avec beaucoup de précautions, j'ai demandé si par hasard ce ne serait pas intéressant de se reposer la question d'une éventuelle réduction du temps de travail. J'ai pris beaucoup de précautions parce que, vu l'ambiance, et il m'a répondu, je vois, vous êtes un adepte de Pierre Laroutourou. Il m'a dit, mais vous savez, une chose que Pierre n'a pas compris, c'est que nous avons perdu la bataille culturelle. Et c'est ça leur sentiment. Moi, au collectif Roosevelt, je disais, non, on l'a pas perdu, on est dedans, et on n'a pas perdu, on a peut-être perdu des batailles, on n'a pas perdu la guerre. Je pense que la question ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette dans la tête que cette bataille n'est pas perdue et qu'on va la gagner. Et là où on voit qu'on est en train de la gagner quand même, c'est toi qui citais l'autre jour, c'est dans ce questionnaire qui est lancé par la CFDT, qui est assez intéressant sur leur site, sur le rapport au travail. Il y a une question sur pensez-vous qu'il faut travailler moins pour travailler tous? C'est la question. Travailler moins pour travailler tous, c'est vrai. Et tu disais qu'il y avait 40 000 personnes qui avaient répondu. J'ai regardé avant de venir à 42 000 personnes et c'est à 63%. Oui, je suis d'accord avec cette assertion. Donc ça veut dire que dans l'esprit des gens, cette bataille n'est pas perdue. Elle est perdue au niveau des politiques. Et c'est cela qu'on doit arriver à reconnecter à notre réalité. Alors du coup... Ah oui, vas-y. Attends, par contre, il faut que tu prennes le micro si tu veux bien, sinon on va pas t'entendre. Juste là. Je pense quand même que pour la réduction du temps de travail, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est très mal passée dans certaines catégories. C'est-à-dire que si on va voir chez les ouvriers, par exemple, ou chez les employés, globalement, ils ont eu des réductions du temps de travail à quelques minutes par jour, etc. Ou avec accompagné d'annualisation du temps de travail, où ils ont perdu leurs heures sup, et donc ils y ont perdu financièrement sans avoir un gain de qualité. Et donc, à mon avis, dans ces catégories-là, et pas pour rien, c'est pas une position idéologique, c'est qu'eux, ils se sont fait avoir par la réduction du temps de travail. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, la question culturelle, moi, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec le mec du PS, avec qui je suis pas toujours d'accord, c'est que là, je pense qu'il y a un sacré truc à remonter, quoi. Et une des choses, à mon sens, parce que là, tout compte, et notamment la bataille des mots, elle est fondamentale. Depuis tout à l'heure, et moi compris, on parle de réduction du temps de travail, je pense qu'il faut arrêter avec la réduction du temps de travail. Parce que c'est hyper temps plein centré, quoi. Moi, en tout cas, moi, je ne défends pas à cette tribune le fait que la France travaille moins d'heures. Si tu as une tribune sur la décroissance, je ferai une réflexion là-dessus, mais là, sur le plan économique, je ne dis pas, je souhaite que la France travaille moins d'heures. Et donc, je souhaite que les chômeurs travaillent plus. Je souhaite que les temps partiels courts travaillent plus. Donc, ce n'est pas une question de réduction du temps de travail. C'est une question qu'on pense qu'il y a un partage qui est mieux que celui où certains n'ont rien ou des miettes. Et donc, comme les 35 heures ont été portées, ne serait-ce que par l'expression RTT sur la réduction, une façon de s'en dégager, c'est de ne plus employer ce mot-là. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est bien de ne plus l'employer, parce que c'est pas la réalité. Et partager, en plus, ça a une valeur qui est un peu plus généreuse que réduire, quoi. Partager le travail, on peut être d'accord, si vous voulez. Partage, alors nous, on avait beaucoup travaillé là-dessus sur le collectif Roosevelt, et on était arrivé à quelque chose du genre partage ou redistribution équitable du travail et des revenus aussi. Parce qu'un jour aussi, il faudra parler des revenus, de la limitation des revenus. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Guy. Ça paraît quand même aussi une question, une grosse différence entre notre époque
et il y a 30 ans. Et juste un petit mot encore là-dessus, Dominique Méda n'est pas là, mais la dernière fois que je l'ai entendu parler de ça, elle disait, attention, c'est aussi une construction politique de dire que les 35 heures ont été une catastrophe, hein, puisque quand on a fait des sondages, juste... Ah oui, mais la réalité, c'est aussi que 60% des gens qui ont vécu la réduction du temps de travail l'ont trouvé positif pour eux. Et ce 60%, on l'entend pas. On entend juste, c'est une catastrophe pour certaines catégories, c'est vrai, mais pour la majorité des gens, ça a été un bien-être et un mieux vivre. Et ça, on l'entend jamais. Et on l'entend jamais parce que d'un côté, il y a des gens qui attaquent, et de l'autre côté, il n'y a pas de gens qui défendent. C'est-à-dire que les gens du PS n'ont pas défendu les 35 heures. Et c'est d'autant plus terrible que c'est eux qui l'ont mis en place et que... Voilà. Donc si vous voulez maintenant, j'enchaînerai bien sans transition avec Patrick.